Je m'appelle Charlotte et je pense que les plus belles découvertes se font au bout de la rue. Ce que j'aime, c'est découvrir notre beau pays avec des personnes exceptionnelles et souvent insolites. Alors, je vous emmène avec moi. Nous avons déjà découvert un Toulouse étonnant dans un précédent épisode. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à ce qui fait la fierté de Toulouse et de toute sa région, l'aviation. Et pour ça, je vous emmène au musée Aéroscopia. Il est installé sur la commune de Blagnac, toute proche de Toulouse, parce que c'est ici que sont installés l'aéroport et les constructeurs. Depuis 2015, ce musée nous invite à un voyage dans le temps et dans les airs. Et pour me guider, j'embarque dans la visite avec Virginie, incollable sur l'histoire de l'aviation. Il paraît que ce Blériot, il a un moteur de motocyclette, c'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Le Blériot 11, c'est un des premiers avions. C'est un peu l'avion emblématique du début du XXe. C'est-à-dire que c'est un avion en bois, en toile, en roue de vélo. En roue de vélo. En roue de vélo. On fait avec ce qu'on a sous la main. On fait avec ce qu'on a sous la main, des corps de piano sous les ailes, un petit siège, je ne sais pas si vous voyez, avec siège en rotin. Oui. Un bidon noir, c'est le réservoir d'essence, un petit volant. Bon, voilà, on fait avec ce qu'on a sous la main pour fabriquer les premiers avions. Et ça vole. Et ça vole. Ouais. ça vole. On essaye du moins. Pas tous vont voler. Donc Blériot 11, ça évoque qu'il y en a eu 10 autres auparavant qui n'ont pas forcément... Tous c'était des tentatives fructueuses. Voilà. Et le Blériot 11, il a vraiment volé. Ça a d'ailleurs été le premier avion à traverser une mer, la Manche. La Manche, oui, c'est ça. Donc de Calais à Douvres, à une trentaine de minutes. Et ça, c'est vraiment l'exploit du début du XXe. Et ça va ouvrir tout le volet aéronautique du XXe, XXIe jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi il est ici à Toulouse, ce Blériot? Alors pourquoi il est ici à Toulouse? Parce que d'abord c'est un Toulousain qui a reconstitué cet avion, c'est pas un avion d'origine, c'est une réplique. Pourquoi il est ici à Toulouse aussi? Parce que le Blériot 11 va être utilisé pendant la Première Guerre mondiale, cet avion, et la naissance de l'aéronautique à Toulouse débute avec la Première Guerre mondiale, puisqu'on va devoir fabriquer des avions. On se rend compte que c'est un élément assez important pendant la guerre, donc on va essayer de s'éloigner du front, qui est plutôt au nord, donc nous, dans le sud, on est plutôt tranquille, et c'est à partir de ce moment-là que les premières usines aéronautiques vont naître à Toulouse. Et c'était pas ici aussi qu'il y avait l'aéropostale? Alors l'aéropostale, c'est après-guerre. Oui. C'est Pierre-Georges Latécoère qui a été l'un des premiers d'ailleurs à s'installer à Toulouse pour fabriquer des avions pendant la Première Guerre mondiale, et lui, il a un rêve un peu fou, c'est d'utiliser l'avion pour transporter du courrier. Donc là, on a tout le volet, Antoine de Saint-Exupéry, Guillaumet, Mermoz, qui sont à l'origine des pilotes de la Première Guerre et qui vont devenir de véritables explorateurs puisqu'ils vont devoir ouvrir des lignes aériennes, des routes aériennes qui n'existent pas. Et Virginie, le mot avion, ça vient d'où en fait? Alors le mot avion, ça vient de Clément Ader. Clément Ader, c'est l'inventeur de l'éole. Donc c'est le premier appareil volant qui réussit le premier décollage de l'histoire de l'aéronautique. On est en 1890. Éole ressemble à une chauve-souris. Et est-ce qu'il bat des ailes? Alors ça ne bat pas du tout des ailes, justement, ça va être le gros souci. Donc il va falloir trouver une technique pour faire décoller cet objet plus lourd que l'air du sol. Et c'est là qu'il a l'idée géniale de récupérer un moteur à vapeur. Et c'est grâce à ce moteur que l'appareil va réussir à trouver un petit peu de poussée afin de décoller du sol. Bon, ce n'est pas un vrai décollage, puisque c'est 20 cm au-dessus du sol. Et il s'inspire de la nature. Donc le mot latin avis, qui veut dire oiseau, de là on va découler vers avion. Ah, mais oui. Voilà. Donc ce premier appareil s'appelle éole, en référence au dieu du vent. Et par la suite, il va développer d'autres appareils. Donc il y aura l'avion 2, l'avion 3, etc. Et on passe en un peu moins d'un siècle de ça à cet immense avion. C'est un des plus grands. C'est pas un des plus grands, il y en a beaucoup plus gros que l'on n'a pas dans le musée, qui sont encore en exploitation aujourd'hui. Mais celui-ci, c'est le Super Guppy, donc ça c'est un avion cargo. Alors c'est vrai qu'il est assez impressionnant, surtout quand on rentre dans le musée, sûr. Puisqu'il il a son ventre ouvert devant nous.
Donc cet avion était... Il est carrément en 2 morceaux en fait là. Oui, alors c'est son ouverture, hein, c'est comme ça qu'on ouvre l'avion. Ah, c'était comme ça qu'il s'ouvrait, comme une boîte. Comme une boîte, comme voilà, une portière de voiture presque. Donc c'est un avion des années 60 qui a été développé spécialement pour la NASA. C'est un avion américain. La hauteur de l'avion, on est sur 14 mètres. Par contre, soute, on est sur 1100 mètres cubes. Donc on peut charger plutôt des choses volumineuses. Ça sert à transporter au départ des pièces de fusée. Donc on imagine les pièces de fusée. Mais on l'a nous ici à Toulouse, puisque quand Airbus se crée dans les années 70, Airbus c'est un consortium européen. Donc on a 4 pays qui sont associés. La France, l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne. Et on a des sites de production sur l'ensemble de ces pays. Et une chaîne d'assemblage ici à Toulouse. D'accord. Ce qui fait qu'il va falloir trouver un moyen pour acheminer les pièces d'avion qui sont fabriquées un petit peu partout en Europe pour les assembler ici à Toulouse. Et donc un avion pour assembler des avions. Un avion pour transporter des bouts d'avion afin de les assembler, ouais. Guppy, c'est pas un nom de poisson? Si, c'est un nom de poisson, oui. Alors pour la petite histoire, ce sont les ingénieurs quand ils développent cet avion, hein, le Guppy, un ingénieur dit « oh là là, on dirait un Guppy enceinte ». Donc au départ, on a eu le Pregnant Guppy et Airbus a voulu un avion un petit peu plus gros, d'où le nom Super Guppy. Super Guppy, ah oui d'accord. Vous aviez déjà vu un avion aussi gigantesque? Moi, jamais. Et des gros avions, il y en a beaucoup d'autres dans la collection. Ce très grand A300 et même le mythique Concorde. C'est à se demander comment ils ont fait pour faire rentrer tout ça dans ce hangar. On a positionné les 3 plus gros avions de la collection et ensuite on a tout refermé. Donc ce sont des avions qui sont voués à rester ici dans le musée. D'accord. Et ce musée, il existe depuis quand? Alors ce musée, c'est un musée qui a été inauguré en janvier 2015. On a les usines Airbus en face, donc voilà, il était très très attendu. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut on peut se balader, on peut faire des visites guidées, on peut venir avec les enfants, on peut monter dans des avions, on peut essayer de s'essayer au pilotage, parce qu'on a des simulateurs de vol. Ouais, ouais. On peut découvrir les métiers aéronautiques aussi, ça c'est un peu méconnu. On connaît beaucoup pilotes, hôtesses de l'air, mais on s'imagine pas le derrière, à savoir les compagnons, ceux qui participent à la création de l'avion, de la technologie. Puisqu'on peut rentrer dans les avions, est-ce qu'on pourrait visiter le Concorde? On va aller dans ce Concorde. Alors attention, c'est un Concorde d'essai. Ouais. Donc on ne va pas voir l'aménagement commercial tel qu'il était exploité par les compagnies aériennes. Mais ça va nous permettre de découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas aussi, les avions d'essai. Donc, tous ces instruments de mesure, c'est parce que c'est un avion d'essai, c'est ça? Oui. Et ça sert à quoi? Alors là, par exemple, on a le poste de l'ingénieur navigant, donc qui est chargé de vérifier que tous les essais se déroulent normalement. On va, par ces essais, enregistrer les paramètres de vol, les données de vol. L'objectif, c'est de certifier un avion. Hein. Quand on développe un nouvel appareil, il faut le certifier avant de tout simplement le vendre aux compagnies aériennes, hein, de s'assurer de sa fiabilité. Donc l'avion là dans lequel on est, c'est un des avions qui a permis que l'aventure Concorde existe? Débute, oui. Ouais. Alors c'est de quand à quand déjà le Voilà, Concorde? on a le premier vol en 1969. Avec à bord André Turca. La mise en service de Concorde se fera en 1976 et c'est un avion qui sera exploité jusqu'en 2003. Le Concorde, voilà un avion mythique. En sortant, on emprunte une petite passerelle pour visiter maintenant cet Airbus A300. Virginie, merci de m'avoir emmenée dans cet endroit qu'on ne voit jamais ou très rarement, le poste de pilotage. Est-ce qu'il y a d'autres endroits un peu cachés comme ça dans les avions? Alors oui, ce qu'on voit jamais, c'est la soute, Ouais. quand on est passager, là où vont nos bagages, puis tous les branchements électriques, etc. Donc l'exemplaire de l'A300B que l'on a dans le musée, l'A300B c'est le premier avion d'Airbus, on l'a dédié justement à ces choses un petit peu cachées que l'on a voulu ouvrir aux visiteurs, donc le poste de pilotage, pour voir toute la multitude de boutons Oui, qu'il c'est y a. impressionnant. Hein. Oui, oui. Et on a bien sûr toute la partie avant qui a été dénudée pour permettre aux visiteurs de voir les câbles, les commandes de vol mécanique, la tuyauterie, les branchements électriques. Les câbles par lesquels par exemple, on fait bouger les ailes, c'est ça? Oui, en fait, le pilote actionne, actionne le manche à balai
Et de ces manches à balai sont reliées toutes les commandes de vol, donc ce sont des câbles. Et par ces commandes de vol, on peut bouger les parties mobiles de l'avion pour nous faire voler sur différents axes. On est toujours dans l'A300. Et d'ailleurs, pourquoi A300? Alors A, Airbus, 300 passagers à d'accord. l'origine. Voilà. Et c'est toujours comme ça? Ils sont toujours nommés en fonction du nombre de passagers? Pour les avions de la famille Airbus, aujourd'hui, non. Ça a été vraiment le premier. Parce que c'était exceptionnel de mettre 300 personnes dans un avion. Ça non plus, ça ne se voit pas très fréquemment. Alors, à part si vous êtes habitué au jet privé. Oui, non. Donc ça, c'est un aménagement que l'on a voulu mettre dans l'A300 pour montrer qu'il y avait différents types d'aménagements possibles dans un avion. Donc une salle de réunion, par exemple. Avec même les petits stores vénitiens qui font très chic. Voilà, ouais, on peut mettre tout ce qu'on veut. Hein. C'est le client qui choisit son aménagement, finalement. Ouais. Je ne sais pas si vous avez remarqué au fil de la balade, mais des peluches sont cachées ici et là dans les avions. À y regarder de plus près, il s'agit de Milou, le célèbre chien de Tintin. Le musée accueille actuellement une exposition temporaire dédiée à Tintin et au monde de l'aviation. On s'est rendu compte que dans les aventures de Tintin, il y a plus de 50 000 appareils qui sont mis en situation. Et c'est naturel pour nous donc, de faire une exposition de Tintin et les avions. On a pris des planches de dessin d'Hergé où il y a des avions qui sont représentés. On a donc sa base de documentation aussi. Il y a son bureau qui est mis en évidence dans le musée. Les avions qui sont dans Tintin, c'est des avions qui existaient tous ou bien ils existaient vraiment? Oui, ils existaient vraiment. Donc Hergé était passionné d'aéronautique. Tous les avions qu'il a mis en scène, ce sont des avions qui ont vraiment existé, à l'exception d'un seul, le Carré d'As, qui est dans le vol 714 pour Sydney. D'accord, et c'est celui-là? C'est celui-là, oui. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier celui-là? Alors c'est un avion supersonique qui est doté de géométrie variable. Cet avion aujourd'hui est complètement fictif, il n'existe pas, mais... Et si on construisait, il pourrait voler? Il peut voler. D'accord, mais c'est génial parce que du coup on découvre une facette de l'œuvre d'Hergé qu'on ne connaissait pas forcément, cette passion pour les avions. Eh oui. J'espère que comme moi, toutes ces machines qui défient la gravité vous ont fait rêver. Pour les revoir, une adresse, terredefrance.tv, et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles découvertes.